Une saisie récente de 122 kg de pilules et de poudre de fentanyl, représentant 6,9 millions de doses mortelles, a secoué la région. Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont arrêté au moins 12 personnes, dont près de la moitié sont originaires de Somalie. Pour la première fois, l'épouse de l'un des hommes interpellés s'exprime, réfutant les allégations selon lesquelles il serait un membre actif d'un gang. Mais cette arrestation n'était que la pointe de l'iceberg. Bienvenue sur l'échiquier global, où nous allons plonger au cœur d'une histoire qui révèle comment le pouvoir peut corrompre la justice elle-même. Préparez-vous à découvrir l'incroyable infiltration d'un cartel dans les plus hautes sphères du système judiciaire américain. À 4h17 du matin, au cœur de Minneapolis, la ville est plongée dans un silence profond. Le brouillard roule à travers des rues désertes, éclairées seulement par le scintillement des néons et la lueur lointaine des ponts sur le fleuve Mississippi. Mais sous ce calme apparent, des équipes d'intervention fédérale sont déjà en mouvement. Plus de 200 agents du FBI, de l'ICE, de la DEA et des unités SWAT de Minneapolis convergent simultanément vers 17 lieux à travers Minneapolis et Saint-Paul. La première cible, un condominium de luxe en hauteur dans le North Loop, enregistré au nom de la juge Amina Hassan et de son mari, le juge Khaled Osman. Tous deux juges de district en fonction, tous deux chargés de prononcer des peines dans des affaires de stupéfiants, d'approuver des mandats et de superviser des cas de crimes financiers. Tous deux secrètement à la solde du cartel de Sinaloa. À 4h18 précises, des grenades assourdissantes explosent. Les portes volent en éclats. Des agents en tenue tactique noire inondent la résidence, armes levées, voix se superposant en ordre sec. La juge Hassan est tirée de sa chambre en pyjama de soie. Le juge Osman tente de saisir un ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Un agent lui plaque le poignet sur le granit et le menotte avant qu'il ne puisse supprimer un seul fichier. Dans le placard de la chambre principale, derrière des rangées de costumes de marque et de robes de juge, les agents découvrent un coffre-fort en acier dissimulé. À l'intérieur, 340 000 $ en espèces, des briques de cocaïne emballées sous vide et 3 disques durs chiffrés. Mais ce n'est que le début. De l'autre côté du fleuve, à Saint-Paul, les agents frappent un cabinet d'avocats privés enregistré sous une entité écran appelée North Star Legal Consulting. C'est une façade. À l'intérieur, ils ne trouvent ni clients, ni dossiers d'affaires, mais seulement des racks de serveurs bourdonnants de données chiffrées, des piles de documents judiciaires falsifiés et des registres traçant des virements de millions de dollars. Dans un entrepôt de banlieue à Bloomington, près du Mall of America, les agents forcent l'entrée d'une entreprise de logistique appelée Great Lakes Freight Solutions. La baie avant est propre, palettes, chariots élévateurs, manifestes d'expédition. Mais à l'arrière, derrière un faux mur, ils découvrent la vérité. Un super laboratoire de cocaïne, des balances industrielles, des presses hydrauliques, des agents de coupe, des stations d'emballage et 1,63 tonnes de cocaïne pure, déjà divisée en briques d'1 kilogramme, estampillées de l'emblème signature du cartel de Sinaloa, un serpent couronné. Un agent informe le commandement par radio. Nous avons ici assez de produits pour inonder le Midwest pendant 6 mois. Mais la pire découverte survient 30 minutes plus tard. Dans un entrepôt sécurisé à Eden Prairie, les agents trouvent quelque chose qui change tout. Des boîtes en acier scellées, contenant des clés USB chiffrées, des documents financiers en plusieurs langues et un registre principal laminé avec un titre imprimé en lettres capitales. Opération Northern Gate. Et en dessous, un seul nom surligné en rouge. Rachid Al-Malik. À 9h30 du matin, au laboratoire régional de cybercriminalistique du FBI à Minneapolis, les analystes s'attaquent au chiffrement des disques saisis. Cela prend 4 heures. Lorsque les fichiers s'ouvrent enfin, ce qu'ils voient n'est pas seulement un réseau, c'est un plan directeur, un système judiciaire parallèle entièrement opérationnel. L'écran se remplit d'un organigramme montrant des dizaines de sociétés écrans, de comptes offshore,
de fausses organisations à but non lucratif et de biens immobiliers répartis à travers le Minnesota, le Wisconsin, l'Illinois et le Michigan. Au centre de cette toile, Rachid Al-Malik. Non pas un juge lui-même, mais quelque chose de pire. Un puissant intermédiaire judiciaire avec des connexions au sein de la diaspora somalienne, de l'établissement juridique et de la division de blanchiment d'argent nord-américaine du cartel de Sinaloa. Son rôle, identifier, recruter et contrôler des juges qui pouvaient être achetés. Et il ne se contentait pas de les acheter, il les mariait au système. La juge Hassan et le juge Osman n'étaient pas des cibles aléatoires pour la corruption. Ils avaient été sélectionnés, cultivés et positionnés par Al-Malik des années avant qu'il ne porte la robe. Leur mariage fut financé par une société écran. Leur maison fut achetée par l'intermédiaire d'un fonds immobilier soutenu par le cartel. Les frais de scolarité de leurs enfants dans des écoles privées étaient payés par une fausse organisation caritative liée au réseau d'Al-Malik. En échange, ils accomplissaient ce qu'aucune force musculaire ou puissance de feu ne pouvait faire pour le cartel de Sinaloa. Ils faisaient disparaître des affaires. Les mandats étaient retardés, les preuves étaient supprimées. Les membres du cartel arrêtés par la police locale étaient libérés en quelques heures. Leurs accusations disparaissaient mystérieusement ou étaient réduites à de simples peines avec sursis. L'argent de la drogue saisie était restitué en vertu de technicalités juridiques que la juge Hassan elle-même avait rédigées. Et chaque fois que les agents fédéraux s'approchaient, les dossiers étaient réaffectés directement entre les mains de juges à la solde d'Al-Malik. Une analyste du FBI se penche en arrière devant son écran et murmure à son superviseur. « Monsieur, ce n'est pas de la corruption, c'est de la collusion de haut niveau. Ils ont transformé le système judiciaire du Minnesota en un service de protection du cartel. » Son superviseur ne la contredit pas. Il fixe l'écran et ne dit qu'une chose. « Trouvez tout le monde sur cette liste. » À 5h44 le lendemain matin, au Centre de commandement fédéral unifié de Minneapolis, une carte numérique massive remplit le mur. À travers le Minnesota, le Wisconsin et l'Illinois, plus de 60 marqueurs rouges pulsent en temps réel, chacun représentant un lieu lié à l'opération Northern Gate. Des planques du cartel, des façades de blanchiment d'argent, des juges corrompus, des avocats véreux, des centres logistiques du cartel déguisés en entreprises de transport routier, des restaurants, des entreprises d'import-export et même des cliniques médicales. Le commandant de l'opération, un directeur de terrain principal de la DEA, s'approche du micro. « Toutes les unités, ici le commandement. Nous avons le feu vert pour un démantèlement complet. Vous avez l'autorisation d'exécuter simultanément des mandats sur tous les lieux signalés. Ce n'est pas une simple saisie de drogue, c'est l'éradication d'un réseau. À l'action, maintenant. » En quelques minutes, plus de 1000 agents fédéraux sont déployés dans 3 États. Des hélicoptères Black Hawk décollent des aéroports régionaux. Des unités SWAT blindées roulent dans les rues avant l'aube. Des équipes tactiques de l'ICE frappent des refuges de traite d'êtres humains utilisés par le cartel pour faire transiter produits et personnes via le corridor des Grands Lacs. À Milwaukee, des agents prennent d'assaut une discothèque gérée par le cartel où la cocaïne était distribuée via un service de bouteilles VIP. À Chicago, ils investissent une concession automobile haut de gamme qui blanchissait l'argent de la drogue par la vente de véhicules de luxe à des acheteurs payant en espèces. À Duluth, près de la frontière canadienne, ils interceptent un convoi de camions frigorifiques transportant 780 kg de cocaïne cachée dans des cargaisons de fruits de mer congelés. De retour à Minneapolis, les agents arrêtent le frère de la juge Hassan, un conseiller municipal qui avait approuvé des permis de zonage pour des entreprises écrans du cartel. Ils arrêtent le mentor de la faculté de droit du juge Osman, un juge d'appel à la retraite qui avait rédigé des avis juridiques pour protéger les opérations du cartel. Ils arrêtent 4 greffiers adjoints qui avaient altéré des dossiers sur ordre d'Al-Malik.
Et dans une banlieue tranquille en dehors de Saint-Paul, ils arrêtent Rachid Al-Malik lui-même. Il est dans son bureau à domicile, portant un costume sur mesure, assis calmement à son bureau comme s'il les attendait. Sur son bureau, un verre de thé, un Coran et un ordinateur portable, toujours ouvert sur un portail bancaire offshore chiffré. Il ne dit rien, il ne résiste pas. Il se contente de regarder les agents le menotter et le faire passer devant les jouets de ses enfants dans le couloir. Un agent présent a dit plus tard que c'était l'arrestation la plus calme qu'il ait jamais faite. Il m'a regardé comme si tout cela faisait partie du plan, comme s'il avait déjà gagné quelque chose que nous ne comprenions pas encore. À 11h20 du matin, au centre de traitement des preuves du FBI, les agents passent au crible les données du serveur saisi, et ce qu'ils trouvent est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Al-Malik n'avait pas simplement corrompu quelques juges, il avait construit un système juridique parallèle. Au cours des 9 dernières années, son réseau a influencé ou carrément contrôlé 14 juges en fonction à travers le Minnesota et le Wisconsin, 6 procureurs dans les grandes zones métropolitaines, 11 avocats de la défense qui canalisaient les membres du cartel vers des tribunaux favorables à Al-Malik, et des dizaines de membres du personnel judiciaire, greffiers et huissiers, qui agissaient comme des yeux et des oreilles à l'intérieur du système. Les dossiers financiers révèlent plus de 1,5 milliard de dollars d'argent du cartel, blanchi rien qu'au Minnesota. De fausses transactions immobilières, des prêts fictifs, des dons frauduleux à des organisations à but non lucratif, des fausses factures pour des projets de construction qui n'ont jamais eu lieu, des sociétés écrans achetant des terres agricoles, des centres commerciaux, des stations-service et des complexes d'appartements, le tout avec de l'argent de la cocaïne, le tout nettoyé par les réseaux judiciaires et financiers qu'Al-Malik contrôlait. Mais la partie la plus glaçante, c'est la chronologie. Les notes chiffrées d'Al-Malik montrent qu'il ne s'agissait pas d'un plan à court terme. C'était un projet générationnel. Il se préparait à transmettre le réseau à ses fils. Il formait une deuxième génération d'opérateurs. Il construisait une dynastie judiciaire qui servirait le cartel de Sinaloa pendant des décennies. Un superviseur du FBI lit les fichiers et le dit à voix haute. Il ne faisait pas que protéger le cartel, il devenait le cartel. 72 heures plus tard, lors d'une conférence de presse au bureau de terrain du FBI de Minneapolis, les caméras sont en marche. L'agent spécial du FBI en charge s'approche du pupitre. Ce matin, les agences fédérales ont réussi à démanteler ce que nous pensons être le réseau d'infiltration judiciaire le plus sophistiqué jamais découvert aux États-Unis. Nous avons arrêté 19 individus, dont 2 juges en fonction, plusieurs fonctionnaires de justice et l'architecte présumé de l'opération, Rachid Al-Malik. Nous avons saisi 2,95 tonnes de cocaïne, plus de 89 millions de dollars en espèces et en actifs, et démantelé une opération de blanchiment d'argent de 1,5 milliard de dollars liée au cartel de Sinaloa. Mais soyons clairs, cette affaire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Ce que Rachid Al-Malik avait compris, et ce qui rend cette histoire si dangereuse, c'est que le pouvoir n'a pas toujours besoin de violence. Parfois, il n'a besoin que du silence et d'un système prêt à fermer les yeux. Pendant des années, alors que le fentanyl, la cocaïne et l'héroïne inondaient Minneapolis, alors que les décès par overdose grimpaient, alors que les quartiers étaient ravagés par la dépendance et la violence, les personnes même qui avaient juré d'y mettre fin l'encourageaient. Non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles étaient achetées. Et l'homme qui les a achetées n'avait pas besoin d'armes ou de menaces. Il avait juste besoin d'accès au tribunal, au marteau, aux signatures qui rendent le crime légal. C'est ce qu'était l'opération Northern Gate, une prise de contrôle hostile de la justice elle-même. Et si les agents fédéraux n'avaient pas percé ces disques durs chiffrés, ce système fonctionnerait encore aujourd'hui. Cette histoire est un rappel glaçant. La justice elle-même peut être prise en otage. Elle nous pousse à nous interroger sur la vigilance nécessaire pour protéger l'intégrité de nos institutions face à des menaces aussi insidieuses.